Bien, c'est bon? C'est bien, merci. Bien, mes chers collègues, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, on a repris la route de la salle Brémond parce que la distance entre nous est mieux, d'une part. Donc, on avait mis un certain nombre de chaises pour le public. Je vois qu'elles sont toutes pleines. Je salue notre fidèle public et les remercie d'être présents avec nous. Il n'empêche qu'on va quand même diffuser en direct, comme on a l'habitude de le faire maintenant, ce conseil municipal. Voilà, donc, tout d'abord, comme chaque conseil municipal, maintenant, nous rendons hommage à celles et ceux qui paient de leur vie leur engagement pour notre pays. Il y a eu d'abord le sergent Maxime Blasco, qui a accompli toute sa carrière au 7e bataillon de chasseurs alpins et qui est mort pour la France le 24 septembre 2021, lors d'une action de combat au Mali. Il est mort pour la France dans l'accomplissement de sa mission. Il faut aussi déplorer le 12 octobre 2021 le décès du maréchal des logis Adrien Quélin du 4e régiment de chasseurs, mort accidentellement au Mali au cours d'une opération de maintenance alors qu'il était engagé dans le cadre de l'opération Barkhane. Il est mort en opération dans l'accomplissement de sa mission. Notre commune a eu la douleur de perdre de nombreuses personnalités au cours de ces dernières semaines. Tous les élus et les services de la ville ont été bouleversés par le décès brutal de Jérôme Albert, qui travaillait au service voirie. J'ai été personnellement annoncer cette terrible nouvelle à sa famille et je veux à nouveau ce soir dire publiquement à son épouse, à ses enfants, à ses parents, à son frère, à sa belle-sœur, à son neveu et à sa nièce, et tous leurs proches, toute mon affection et mon soutien en ces moments si douloureux. Nous avons aussi accompagné à sa dernière demeure une personnalité rare, le docteur Rachid Bouchama, qui pendant plus de 40 ans a été le médecin de très nombreuses familles olioulaises. C'était un homme exceptionnel, au parcours professionnel et humain exemplaire. Il avait un amour infini pour notre commune et ses habitants, et je transmets à nouveau tout mon soutien à sa famille. Et je dois dire qu'on a mis en ligne un témoignage, puisqu'il a été interviewé, et avec l'accord de l'intervieweur, nous avons mis en ligne son témoignage. Et il est très très émouvant parce que il est arrivé comme un petit garçon à 6 ans, en arrivant en Algérie avec sa famille. Il a été très bien accueilli à Olioul, et toute la famille d'ailleurs. Et ça l'a tellement touché qu'il voulait être médecin, d'abord pour soigner sa maman. Et ensuite, comme il est devenu médecin, il a dit « mais moi je veux être médecin généraliste pour soigner les Olioulais ». Et c'était son ambition. Et il est venu à Olioul, et le reste, vous le connaissez. C'est une perte pour la commune. Au quartier de Faverolles, c'est à Madame Renée Callenne qui nous a quittés. C'était l'épouse de Jean Callenne, président des anciens combattants de la Résistance et du comité des fêtes de Faverolles. Renée était une enfant du quartier et nous lui avons rendu hommage à la chapelle de Faverolles. J'ai transmis à son fils Serge et sa petite fille Mathilde toute notre compassion. Nous avons aussi soutenu Sylvie Venturi,
qui travaille à l'accueil de l'hôtel de ville et qui vient de perdre son papa, Sylvain Venturi, entrepreneur de maçonnerie, dont la bonne humeur et la gentillesse étaient connues de tous, à son épouse Aimée, ses filles Sylvie et Corinne et leurs proches, qui lui transmis les condoléances de la vie. C'est terrible ce mois de novembre. Et puis, le lundi 8 novembre, nous avons appris le décès brutal de notre ami, Jean-Paul Lefebvre, élu au sein de notre conseil municipal de 1990 à 2014. L'annonce de sa disparition a été durement ressentie tant il était apprécié par l'ensemble des élus, mais aussi par toutes celles et tous ceux qui ont eu la chance de le rencontrer dans l'exercice de ses missions municipales. Quelqu'un de vraiment extrêmement courtois, compétent, serviable. La veille de sa disparition, il était encore à nos côtés lors du marché des saveurs d'automne. Toujours d'humeur égale, rigoureux, positif, engagé, il incarnait l'élu de terrain loyal et sincère dont la seule volonté était de faire aboutir les dossiers pour faire évoluer la commune. Lors de ses différents mandats, il a été notamment la cheville ouvrière des labels Ville et Métiers d'Art, 100 plus beaux détours de France, obtenus par la ville, et c'est pour cela que je lui avais demandé de continuer à siéger au sein des conseils d'administration des structures. Il a été l'un des artisans du programme d'accueil des métiers d'art en centre-ville, initié dès 1990, dossier qu'il suivait au quotidien, avec le souci de toujours tendre vers l'excellence. Il était aussi très impliqué dans le monde associatif, notamment à travers le comité de la Sainte-Éloi et aussi le comité de la bataille des fleurs. Vous pourrez parler aussi du syndicat d'initiative, à l'époque ça s'appelait comme ça. À son épouse Chantal, son fils Fabien et ses 4 petits-enfants et tous ses proches, j'ai transmis au nom du conseil municipal toute notre sincère affliction et notre soutien. Voilà, mes chers collègues, ce que je devais vous dire avant de commencer ce conseil municipal. Et je vais vous demander, à la mémoire des soldats et de toutes les personnalités qui viennent de nous quitter, d'observer un moment de recueillement. Je vous remercie. Nous allons donc commencer ce conseil municipal. Vous avez reçu sur vos tablettes la totalité donc, des documents nécessaires, avec notamment l'ordre du jour et l'ensemble des projets qui vous sont présentés ce soir. On a rajouté en complément la nouvelle convention avec donc la convention de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l'État. Voilà, en espérant que ça convienne. Et j'ai reçu aussi donc une demande de questions écrites de la part de Madame Cartereau. Donc, puisque, ou plutôt, ils vous le présenteront, et moi j'apporterai la réponse, si vous voulez bien.
Voilà, donc pour commencer le conseil, je vais demander à notre Benjamin, donc, elle est là. Voilà Anaïs Atré qui est avec nous, et je vais lui demander de faire l'appel. Merci, Monsieur le maire. Monsieur Robert Beneventi. Présent. Madame Christine Delnero. Monsieur Michel Thuillier. Madame Nicole Bernardini. Monsieur Dominique Rigui. Madame Laetitia Kilissi. Monsieur Michel Olanier a donné procuration à Monsieur le maire. Madame Karine Genzac a donné procuration à Monsieur Thuillier. Pardon. Monsieur Didier Martina Fieschi. Présent. Madame Delphine Grosso. Monsieur Guy Philippot. Présent. Madame Brigitte Crevet. Madame Nadine Alessi a donné procuration à Madame Christine Delnero. Monsieur Jean-Louis Pierrassini. Monsieur Robert Arpineau. Présent. Madame Florence Garonne. Monsieur Antoine Vaccaro. Présent. Monsieur Patrick Aparicio. Présent. Monsieur Thierry Axoul. Présent. Madame Nathalie Péchard-Rosière. Monsieur Philippe Castillo. Présent. Madame Valérie Massenet. Madame Catel Leblaise. Madame Hélène Carène. Monsieur Patrick Joly. Monsieur Stanislas Roquebert a donné procuration à Monsieur Dominique Rigui. Monsieur Julien Roquia. Madame Ombeline Lompré. Monsieur Benoît Adé. Madame Anaïs Atré a donné... non, elle est présente, pardon. Je n'y arrive pas. Monsieur Christian Bercovici. Madame Claudie Cartereau-Zinino. Madame Catherine Matanino. Désolée. Nous avons 29 présents, 4 présentés, 0 absents. Merci. Et même Anaïs qui est présente, c'est bien. Merci. Alors, la première des démarches que nous avons à faire, c'est d'adopter le compte rendu du conseil municipal du 20 septembre. Avez-vous des observations sur ce compte rendu? Il n'y a pas d'observation, donc je vais le mettre aux voix. Ceux qui sont contre, qui s'abstiennent, donc il est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Bien, le premier chapitre à l'ordre du jour, c'est le marché public. C'est le 1.1 d'aujourd'hui, c'est la réalisation d'un complexe sportif et culturel concours de maîtrise d'œuvre. Alors, vous avez évidemment le projet. Je vous rappelle que, en tant que maître d'ouvrage, il a été décidé de réaliser la construction d'un complexe sportif et culturel sur le site de la Castellane. C'est prévu, hein. C'est la suite d'un programme initié il y a un certain nombre d'années, la suite logique. On n'a rien changé. L'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux sera de 3 700 000 € hors taxe. Et dans le cadre de ce projet, la société VAD, VAR Aménagement Développement, est titulaire d'une convention de mandat selon les dispositions de l'article 2422.5 et 2422.11 du Code de la commande publique pour réaliser l'opération au nom et pour le compte du maître de l'ouvrage. Voilà, donc en fonction de tout ça, nous avons évidemment réalisé un cahier des charges, si je puis dire, et une procédure formalisée de concours restreint a été lancée. Un jury a été composé conformément aux articles du Code, et outre les membres de la commission d'appel d'offres, le président de la CEO, c'est-à-dire moi-même, plus 5 membres, dont nous avons, avec voix délibérative, M. Henri Chesneau, architecte conseil à la direction départementale des territoires et de la mer, M. Laurent Guilbault, architecte de l'Ordre des architectes, et Mme Pascale Bartoli, architecte du syndicat des architectes du Var. Des membres à voix consultative ont également été désignés par arrêté, à savoir Mme Fébé Després, architecte conseil pour la mairie d'Ollioules, M. Michel Olanier, adjoint délégué au sport, Mme Dominique Prat,
de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Voilà, l'avis de concours a été envoyé, la publication ONP et tous les journaux d'annonces légales a été réalisée. Et nous avons reçu donc les documents. Notre maître d'ouvrage délégué a fait la préparation et l'analyse technique de tous les dossiers. Il y a eu, je sais plus comment, 45 dossiers. 45 dossiers. Nous avons pris la décision de vous présenter 5 dossiers, d'en retenir 5. Bon, c'est vrai qu'il y a un coût. Le coût, c'est 14 400 € TTC par dossier fourni, sauf pour celui qui sera retenu. Voilà. Mais je pense que, compte tenu de l'endroit, compte tenu du... C'est pas très complexe, mais il faut que ça soit intégré au paysage, etc. Il faut qu'il y ait la notion d'économie d'énergie, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Et donc, nous avons retenu 5 dossiers. Les 5 dossiers, c'est le numéro 4, le pli numéro 4, groupement 8,5. Le pli numéro 23, c'est Tsu Studio. Le pli numéro 28, c'est Poésie. Le numéro 40, c'est Amelia Tavella. Et le numéro 12, c'est MDR Architecte. Voilà, donc je vous demande de m'autoriser à prendre tous les actes nécessaires au déroulement de la procédure de concours de maîtrise d'œuvre jusqu'à l'attribution du marché de maîtrise d'œuvre. On a fixé l'indemnisation à 14 400 € TTC, je viens de vous le dire. On fixe l'indemnisation des personnes qualifiées du jury à hauteur de 240 € hors taxe. Alors, les personnes qualifiées, ce n'est pas les membres élus du jury, hein. C'est les personnes à côté, c'est-à-dire les architectes. 240 € par vacation, plus remboursement des frais réels de déplacement sur présentation des justificatifs, frais de repas plafonnés à 15,25 € hors taxe par repas. Je crois qu'il y a un architecte qui vient de Paris, hein, si ma mémoire est bonne. De dire que la dépense correspondante sera imputée sur les crédits inscrits au budget principal chapitre 21, de m'autoriser à arrêter la liste des candidatures admises à concourir telle que je viens de vous la présenter et de donner tout pouvoir au maire pour poursuivre l'exécution de la présente délibération. Voilà, en résumé, comment se présente cette délibération. Avez-vous des questions? Oui, Madame Carteron. Oui. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, Madame. l'Assemblée. Alors, je suis allée voir un petit peu ces 5 cabinets d'architecture sur leur site et pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau de leur réalisation par rapport à l'environnement, par rapport à ce qui va se passer au niveau du plan climatique, etc. Et donc, j'ai relevé des choses qui sont pas mal au niveau esthétique. Et pour l'environnement, j'ai vu peu de panneaux photovoltaïques. Voilà. Alors, ça m'a étonnée parce que je pense que maintenant, tout le monde a compris que c'était quand même dans l'air du temps. Donc, je me suis dit, il vaudrait mieux que les cabinets d'architecture qui vont prendre la main là, sur la Castellane, le cabinet qui va prendre la main sur la Castellane, ait déjà quand même quelque expérience en la matière. Voilà. Ensuite, j'ai relevé aussi, je nommerai pas les cabinets pour que chacun puisse travailler sereinement au niveau du jury. Donc j'ai relevé aussi un cabinet d'architecture qui travaillait d'une manière participative avec les voisins, avec les enseignants, les associations, et tous les gens qui sont à même d'utiliser le complexe. Et j'ai trouvé ça assez bien.
notamment par référence à ce qu'on a vécu à l'école, quand on a eu à la maternelle, les architectes avaient conçu des choses, mais qui n'étaient pas très pratiques dans la réalité. Hein, par exemple, un préau qui était vraiment minuscule, des grandes baies vitrées où c'était très compliqué de survivre à partir du mois de juin. Voilà, donc je pense que la concertation avec le public est quand même nécessaire, parce que souvent les architectes, vraiment, ils font des choses de toute beauté, mais après, il faut que ce soit pratique aussi et vivable. Voilà. Ensuite, dans le bulletin d'info qui va paraître, je vous ai fait part d'une idée d'un collectif de citoyens qui pourrait souscrire au niveau des panneaux photovoltaïques sur la Castellane et créer une coopérative citoyenne. Voilà. Et donc ça se fait de plus en plus en France. Il y a des tas d'expériences comme ça à Paris, à Marseille et dans des petites villes, ce qui permet aux citoyens de s'impliquer, de souscrire. On peut avoir des aides de l'ADEME, de différents organismes, et de pouvoir récolter de très très belles sommes pour les toitures de gymnase. Voilà. Et ce qui implique les gens, ce qui fait que ça crée une solidarité, et les gens respectent d'autant plus quand ils ont pu participer à un projet collectif. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie de votre contribution. Nous avons donc tous ces cabinets d'architectes. Évidemment, ils ne sont pas seuls, il y a les bureaux d'études qui sont avec eux, il y a les bureaux pour les fluides, pour le chauffage, etc. Et donc, nous verrons les projets en tenant compte de tous les éléments qui sont importants pour nous tous, les éléments architecturaux, d'intégration, de côté pratique, etc. Et comme on le fait habituellement, on le fera évidemment en concertation avec les futurs utilisateurs. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, oui, monsieur, ici. Oui, par pure curiosité, est-ce que c'est un projet soumis à étude d'impact? Non. Merci. Voilà, je mets au voie donc ce projet. Ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent, le projet est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Alors, nous passons maintenant au chapitre de l'urbanisme. Et nous avons tout d'abord une première information que je dois vous donner concernant les déclarations d'intention d'aliéner ou les droits de préemption. Nous avons reçu 47 notifications depuis le dernier conseil municipal pour un montant global de 21 361 601 €, 42 déclarations d'intention d'aliéner et 5 de SAFER. Ce qui nous donne pour l'instant 2 demandes de visite par la ville, 0 demande d'estimation et 0 préemption envisagée. Voilà les informations que j'avais à vous communiquer. Le premier sujet concernant l'urbanisme, c'est donc l'avis de la commune sur l'utilité publique et la mise en conformité du PLU de la ville de la Crau dans le cadre de la création de la ligne ferroviaire nouvelle PACA. Donc, je vous informe que le préfet des Bouches-du-Rhône, c'est-à-dire le préfet de région, a par courrier du 9 septembre dernier transmis le dossier portant sur l'utilité publique et la mise en compatibilité des documents d'urbanisme de 6 communes dans le cadre du projet de création de la ligne ferroviaire nouvelle LNPCA. Le PLU de Lioul n'est pas concerné.
Je rappelle qu'à la suite du débat public et de la concertation, le projet nommé LNPCA, ligne nouvelle Provence-Côte d'Azur, a été décomposé en 2 projets distincts et indépendants. Un projet de renforcement des lignes classiques du littoral pour développer des systèmes RER au sein des nœuds marseillais, toulonnais et azuréens, les phases 1 et 2, et les sections de lignes nouvelles qui devront faire l'objet de nouveaux débats publics, les phases 3 et 4. Le projet de création de la ligne ferroviaire, donc nouvelle, phase 1 et 2, a été reconnu comme prioritaire. En effet, il répond aux besoins d'amélioration des déplacements du quotidien en vue de permettre un report modal significatif vers le train. Ainsi seraient créés 3 réseaux d'express métropolitains sur les agglomérations d'Aix-Marseille, de Toulon et de la Côte d'Azur. L'objectif affiché est d'améliorer les liaisons ferroviaires entre les 3 métropoles et l'accès à l'ensemble du territoire français depuis le Var et les Alpes-Maritimes. Il s'agit de permettre d'offrir des services TER omnibus au quart d'heure entre l'ouest et l'est de la métropole toulonnaise en complétant la trame des services actuels. Voilà, l'objet du présent dossier est de déclarer d'utilité publique les aménagements et travaux prévus pour ce projet, de mettre à la mise en compatibilité les documents d'urbanisme communaux et intercommunaux concernés par le projet, mais il ne s'agit pas de celui d'Olioul. Le territoire d'Olioul n'est pas directement impacté par les aménagements et travaux liés au projet, mais les améliorations attendues sont très importantes pour les Olioulais. En conséquence, je propose à l'Assemblée de donner un avis favorable au dossier présentant le projet de création de la ligne ferroviaire nouvelle Provence-Côte d'Azur, phase 1 et 2, comprenant l'étude d'impact. Voilà donc, après vous avez tous les vues, notamment vu le plan local d'urbanisme de l'ACRO, et donc les exposés étant faits, je vous propose d'émettre un avis favorable au dossier, de dire que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône en réponse à son courrier du 7 septembre et à Monsieur le Préfet du Var, et de dire que la présente délibération sera affichée pendant 1 mois en mairie d'Olioul. Avez-vous des questions? Je vous en prie, M. Bercovici. Oui, je lis sur des attendus, là, vu le plan local d'urbanisme de l'ACRO. Alors je me pose la question, pourquoi le plan local d'urbanisme de l'ACRO? Première question. Deuxième, une sous-question, si on veut. On ne peut pas voter quelque chose que l'on n'a pas vu, contrairement à ce que dit le projet de délibération. Parce que moi, le plan local d'urbanisme de l'ACRO, je ne sais pas ce qu'il vient de faire là, mais vous allez me donner l'explication, mais en tout cas, je ne l'ai pas vu. Et nous ne l'avons pas vu. Enfin, je ne pense pas. Troisièmement, s'agissant d'une question d'urbanisme, même si ça touche au Lioul, d'après ce qu'on a l'air de dire, que de très loin, il n'y a pas eu d'avis du conseil municipal, je ne crois pas qu'on en ait parlé. Il n'y a en tout cas pas eu de réunion de la commission d'urbanisme à laquelle je participe, c'est une des rares. Voilà. J'aurais voulu savoir qu'est-ce que vient faire le PLU de l'ACRO. Le PLU de l'ACRO est un PLU qui doit être adapté au projet de ligne nouvelle. Voilà ce qu'il vient faire, c'est tout. Le PLU d'Olioul n'est pas concerné. Oui, bon. Ça veut dire que, en clair, je suppose que notamment, vous savez que c'est sur l'ACRO qu'il y a l'embranchement qui va vers Hyères, et l'autre qui continue vers donc, le chapelet de Gare jusqu'à Carnoul. Donc, si on veut réaliser ce qu'on appelle, entre guillemets, le RER toulonnais, qui ira de Carnoul jusqu'à Saint-Cyr, eh bien, il faut donc faire les aménagements nécessaires. Pour faire les aménagements nécessaires, il faut que le zonage des PLU qui ne sont pas compatibles aujourd'hui le deviennent. Voilà, c'est tout. Oui, quant à ce projet, il a fait l'objet de très nombreuses communications
et information. Il y a eu beaucoup de concertations publiques dans de nombreuses communes. Chez nous, je crois pas, chez nous. Moi, j'ai participé à la commission par vidéo, là, où on m'entendait très mal, où j'entendais très mal, ce qui est vraiment très peu pratique pour l'expression de la démocratie. Il y a quelques mois de ça, vous y étiez. Je me rappelle, j'y étais, oui. Voilà, voilà, bon. Et on pouvait, moi, on m'entendait très bien, j'ai très bien compris. Vous m'avez entendu, parce que moi, j'entendais vraiment rien. Bon, moi, c'est du passé. Mais aussi, je vois dans les entendus, là, vu le dossier traduit par le préfet des Bouches-du-Rhône. Moi, j'ai rien vu, donc je pense que je ne suis pas le seul. Alors, vous avez reçu en temps et heure ce document. Oui. Il vous appartient de faire la démarche. Et si c'est cela qui vous intéresse, si, maintenant, si vous voulez simplement faire la remarque au conseil municipal, vous êtes en train de le faire. Je fais, donc voilà, non mais on ne transmet pas des dossiers de cette importance-là à chaque élu. Ils sont mis à votre disposition. Hein. Ok, c'est encore le manque d'habitude, mais ça viendra, ça viendra. Ça viendra, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a du progrès d'ailleurs. D'ailleurs, ça serait bien, puisque moi j'ai une tête de linotte, comme chacun le sait, de mettre dans les projets d'ordre du jour, par exemple, là, parce que j'ai oublié la prochaine fois, c'est inéluctable, le dossier transmis par le préfet du Var est visible à tel endroit, en mairie ou à la préfecture, etc. Donc ça, c'est bon. Voilà, donc sur la forme, moi je m'abstiendrai, non pas que je sois contre le RER, entre guillemets, toulonnais, hein, mais sur la forme, voilà. C'est noté. Madame Cartereau. Oui, moi ce qui me dérange, c'est que ce projet, de toute façon, est indissociable, même si on vote que pour les phases 1 et 2, est indissociable des phases 3 et 4, qui pour moi sont assez compliquées à comprendre. Pourquoi va-t-on maltraiter des kilomètres carrés de terres cultivables pour permettre aux Parisiens, par exemple, de venir plus rapidement à Nice. Voilà. Oui, mais voilà, je ne vois pas trop... non, si vous avez bien lu le projet de délibération, il est bien noté que les sections de lignes nouvelles, celles que vous évoquez à l'instant, oui, oui. qui devront faire l'objet d'un nouveau débat public, les phases 3 et 4. Voilà, donc, oui. c'est pas à l'ordre du jour. C'est pas à l'ordre du jour, mais voilà. Ça a été... Et c'est, contrairement à ce que vous dites, c'est dissociable. Le problème, c'est que c'est un projet, ligne nouvelle, qui englobe tout. Et c'est très habilement manœuvré. C'est mis d'une telle manière que... voilà. C'est votre vision à vous. Bon, maintenant, si vous ne voulez pas qu'il y ait le RER au Toulonnais, ben vous votez contre. Absolument pas. Je suis tout à fait pour le RER. Ah, bon, moi aussi, je suis pour. Et je suis également pour la gare à Saint-Cyr. Pas parce que je ne la voulais pas à Olioul, soyons clairs. Parce que c'était ridicule de faire une gare qui démarrait à Olioul. Il fallait prendre le plus de voyageurs possible. Et donc, à partir du moment où la gare démarre à Saint-Cyr, je pense que là, on va avoir un RER très cohérent et qui sera de nature à transporter le maximum de voyageurs par le rail. Voilà. C'est mon point de vue, mais le vôtre, il est respectable aussi. Bien, maintenant qu'on a débattu, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais mettre au voie cette délibération. Ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent, 2 abstentions, et donc ceux qui sont pour. Je vous remercie. Et nous passons au 2.2. L'opération de construction de logements sociaux dans le cadre du projet Pichot, attribution d'une subvention à Erilia et signature de la convention de réservation. Alors, donc, il s'agit du projet Pichot, comme on en a déjà évidemment beaucoup parlé, et au sein de ce projet Pichot, donc, l'attribution d'une subvention à la société de logements sociaux qui s'appelle Erilia et qui travaille aussi beaucoup sur la commune. Donc, le travail qui a été mené
entre autres par l'architecte des bâtiments de France et les promoteurs retenus pour réaliser ce programme, a conduit à revoir le projet et à diminuer le nombre de logements, 62 logements au lieu de 70. Et si le projet tel qu'envisagé aujourd'hui permet sans contexte une meilleure intégration dans le paysage urbain de notre ville, il en découle des conséquences financières, notamment pour le bailleur social Eridia. Le programme d'Eridia se compose de 26 logements sociaux, 10 PLAI et 16 PMS. Afin de soutenir la production de logements sociaux, je vous propose d'accorder une subvention pour surcharge foncière d'un montant de 300 000 € à Eridia. L'attribution de cette subvention permettra à la ville de disposer du droit de proposer des candidats pour, moi il y a marqué 10, mais je proposerai d'écrire 12 logements, puisque jusqu'à présent on a acheté les droits au logement 25 000 €, je crois, et pour moi 300 000 divisé par 25, ça fait 12 et pas 10. Donc 12 logements. L'avantage de ce système qu'on a déjà utilisé, et Nicole Bernardini pourrait en parler, c'est que nous sommes au départ du choix des appartements, et donc par rapport à la typologie et par rapport aux besoins que nous connaissons mieux que les autres, eh bien ça nous avantage beaucoup. Et ça sera intéressant pour les habitants d'Hollywood. Surtout que là, en plus, c'est au centre-ville. Et en outre, cerise sur le gâteau, si je puis dire, elle permet de justifier de dépenses en faveur de la réalisation de logements sociaux sur le territoire, article 55 de la loi SRU, et ça nous permet de défalquer ce montant des éventuelles pénalités. Donc je vous demande de corriger le chiffre de 10 à 12, et en fonction de tout ça, je vous pose la question de savoir si vous avez des questions d'abord, et ensuite si vous souhaitez donc qu'on passe au vote pour accorder ces 300 000 € à la société d'HLM Eridia, de m'autoriser à prendre toutes les dispositions nécessaires pour procéder au versement de la dite subvention en une ou plusieurs fois, de dire que 12 logements seront réservés au bénéfice donc, de la ville en contrepartie de cette subvention d'équilibre financier, d'approuver les termes du projet de convention aussi annexé et de m'autoriser à signer la convention et ses avenants éventuels. Avez-vous des questions? M. Bercovici. Oui, plutôt une remarque. Nous nous abstiendrons. Non pas, vous vous en doutez bien, parce qu'on est contre le logement social. Non, je vous l'ai dit souvent, ouais, je l'ai dit souvent à la Haute Assemblée. Non, mais mais je commence à avoir un doute. Oui, c'est votre droit. Mais pour ne pas remuer le fer dans la plaie, pour ne pas remuer de vieilles histoires ici, on va s'abstenir parce que, comme on l'a déjà dit à 2-3 reprises, on ne veut pas cautionner ce projet à l'endroit où il est. Je n'en dis pas plus, je ne veux pas entamer un débat, ça ne me dérange pas de l'entamer, vous le savez bien. Avez-vous d'autres questions? Alors je le mets au voix. Ceux qui sont contre, qui s'abstiennent, donc 2 abstentions, ceux qui sont pour. Je vous remercie. Le 2.3, c'est le lancement de la procédure d'élaboration d'une zone agricole protégée et l'autorisation de signer la convention de partenariat avec la Chambre d'agriculture du Var. Alors, il s'agit là d'un projet de zone agricole protégée sur les communes d'Olioul, de la Seigne et de Sifflot. Depuis plusieurs années, nous travaillons en lien avec la Chambre d'agriculture et la SAFER à la protection et à la valorisation de nos espaces agricoles, notamment au travers d'une politique d'acquisition foncière volontariste. Mais confrontés à une pression foncière toujours plus forte et une cabanisation croissante de nos espaces agricoles, nous devons mobiliser tous les outils à notre disposition. La ZAP
est l'expression de cette volonté politique forte de nos 3 communes, Oudioul, Sifour, les Plages et la Seine-sur-Mer, de protéger et de valoriser nos zones agricoles, notamment limitrophes. C'est un moyen de limiter la spéculation foncière ou tout du moins la rétention volontaire de foncier à vocation agricole liée à l'espoir d'une évolution des documents d'urbanisme plus attractifs et lucrative pour les propriétaires. Elle permet également de donner une visibilité à long terme aux agriculteurs, tant pour le foncier que pour les sécuriser dans leur activité économique. Le dynamisme de nos filières et de nos exploitations agricoles, la passion de nos jeunes agriculteurs méritent d'être encouragés et soutenus. Par ailleurs, le projet alimentaire territorial, le PAT, porté par la métropole, labellisé en 2021 par le ministère de l'Agriculture, entend inciter à un développement agricole et répondre de manière efficiente aux enjeux alimentaires de demain, en se conformant notamment à la loi Egalim, qui veut introduire 50% de produits durables, bio et locaux, dans la restauration collective d'ici 2022. L'installation de producteurs vivriers est donc devenue une priorité. Notre territoire, au regard de la qualité et de la richesse de son potentiel agricole, peut apporter une contribution importante. La zone agricole protégée est une servitude d'utilité publique inscrite au plan local d'urbanisme. Elle délimite les zones dont la préservation présente un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique, soit de leur qualité agronomique. Selon l'article L112-2 du Code rural, les dispositions du règlement d'urbanisme contenues dans le PLU s'appliquent sans changement. Alors c'est un point important sur lequel je voudrais insister. On ne touche pas au règlement d'urbanisme actuel. Donc, c'est toujours le même. C'est simplement une servitude d'utilité publique de cette zone agricole protégée. La délimitation de la ZAP nécessitera une analyse détaillée des caractéristiques agricoles et de la situation de la zone dans son environnement, qui précisera les motifs et les objectifs de sa protection et de sa mise en valeur. L'analyse sera réalisée par la Chambre d'agriculture du Var en liaison avec la commune. Ainsi, à partir d'un diagnostic agricole du territoire, phase 1, des propositions d'intervention foncière et de développement économique seront proposées, phase 2. Ce travail permettra de définir le périmètre pertinent de la ZAP. Enfin, la Chambre d'agriculture constituera le rapport de présentation de la ZAP et nous accompagnera lors de l'élaboration de cette démarche. La carte présentée aujourd'hui en annexe délimite les périmètres d'études proposés. Ces périmètres ne sont pas définitifs, ils doivent être affinés grâce au travail de la Chambre d'agriculture. Une large concertation avec les agriculteurs et les propriétaires concernés sera organisée. Lorsque le projet de ZAP sera délimité, le conseil municipal sera consulté afin de donner son accord sur la mise en place. Le dossier sera ensuite soumis à enquête publique et le conseil municipal sera de nouveau consulté pour accord. Enfin, monsieur le préfet du Var arrêtera et créera la ZAP. À réception de cet arrêté, la servitude sera annexée au plan local d'urbanisme. La ZAP n'imposera pas de cahier de charges, c'est le règlement du PLU qui fera état de cette servitude et s'appliquera dans le périmètre de la ZAP. Une fois le périmètre de ZAP arrêté, tout changement d'affectation du sol susceptible d'altérer de manière durable le potentiel agronomique, biologique ou économique de la zone sera préalablement soumis à l'avis de la Chambre d'agriculture et de la Commission départementale d'orientation de l'agriculture. La Chambre d'agriculture a proposé aux 3 communes concernées une convention respective permettant de les accompagner dans cette démarche. Le coût total de cette mission est de 11 550 € pour la commune d'Oudioul. La Chambre d'agriculture, en raison de l'intérêt de cette démarche, participe à hauteur de 10%, soit 1 155 €. Des subventions supplémentaires peuvent être sollicitées, notamment auprès de la région Sud.
Et ce qu'on ne manquera pas de faire, évidemment, puisque je suis persuadé que vous allez m'autoriser à le faire. Il est donc proposé au conseil municipal de confirmer l'intérêt général de préserver les zones agricoles, de décider de l'élaboration d'un dossier de proposition de ZAP. On est à peine au début, là. Et donc, on lance les études. Là, c'est les études préalables, de solliciter la Chambre d'agriculture et de m'autoriser à signer toute convention et documents nécessaires aux études pour la création de la dite ZAP. De m'autoriser à demander des subventions dans le cadre de cette procédure. Et maintenant que je vous ai dit tout cela, je vous demande votre avis pour m'autoriser à l'élaboration d'un dossier de proposition de ZAP, de lancer les études, d'approuver le projet de convention à intervenir entre la ville et la Chambre d'agriculture, de m'autoriser à signer la convention précitée et toutes les pièces se rapportant à ce dossier, de m'autoriser à effectuer toutes les démarches qui s'avéreraient utiles à la procédure de création de la ZAP et de m'autoriser à solliciter les différentes subventions. De dire que la dépense sera inscrite sur le budget de l'année considérée. Voilà. Avez-vous des questions? M. Bercovici. Il est dit dans les attendus là, qu'on parle de cabanisation. Alors, on comprend tous ce que ça veut dire, on a certains exemples en tête. C'est-à-dire que dans une zone agricole, dans des zones agricoles actuelles, il y a tout sauf de l'activité agricole. Bon, je ne citerai pas d'exemple parce que ce n'est pas le lieu, mais on a tous présent l'esprit. Moi, première question, que deviendraient ces zones cabanisées ou les installations non agricoles actuelles dans une ZAP? Voilà, première question, on va dire. Est-ce que, quand le périmètre de ZAP sera défini, les activités non agricoles qui y figurent seront exclues? Ça me semble difficile. Ou resteront-elles enclavées dans une zone agricole en n'étant pas des activités agricoles? Ça, c'était une première partie donc, sur la cabanisation, d'une part, mais surtout le fait que certaines activités ne sont pas agricoles dans cette zone-là, dans ces zones-là. Et je pense que dès aujourd'hui, vous savez que nous sommes d'ardents défenseurs de l'agriculture, ma collègue et moi, de même que vous, c'est bien, on se rejoint parfois. Mais est-ce qu'on pourrait aussi, dès aujourd'hui, envisager la même chose avec Sanary, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de terrains agricoles côté Sanary, vous allez me dire, c'est pas l'ordre du jour, enfin, peut-être avoir une petite réflexion là-dessus. Et notamment pas mal de secteurs qui pourraient... Avec Sanary, nous n'avons pas de soucis particuliers dans les limites géographiques entre Sanary et Olioul. Par contre, nous avons beaucoup de soucis dans les limites avec Sifour et la Seine. Parce que la limite de commune, ce n'est pas l'autoroute. Oui, je sais. Voilà, ça vous le savez évidemment. Mais donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans cette bande de terre qui est normalement agricole sur les communes de Sifour et de la Seine, eh bien, c'est pas que de l'agriculture qui s'y passe, loin de là. Ce que je viens de dire. Voilà. Et donc, nous, on résiste tout ce qu'on peut, mais l'image reste quand même négative à cause de tout cela. Alors, par contre, la question que vous posez, c'est une question, malheureusement, je dirais, ou heureusement, je ne sais rien. Mais ce n'est pas une ZAP, ce n'est pas une action coercitive. On ne vient pas déposséder les gens de leurs biens. C'est bien ce que j'ai compris, bien sûr. Pas du tout ça. C'est juste incitatif. Ça veut dire en clair que, dès aujourd'hui d'ailleurs, on intervient, on achète, quand c'est comme ça, pour éviter cette cabanisation. Mais une fois qu'elle est faite, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il nous reste à intervenir. Déjà, dans les zones agricoles d'Olioul, une grande partie est inondable, donc double interdiction. Interdiction parce que c'est agricole et interdiction parce que c'est inondable. Donc nous intervenons
Nous dressons des procès-verbaux, nous adressons cela au procureur de la République, et ensuite, ce n'est plus notre affaire à nous, c'est l'affaire de la justice. Voilà. Quant à celles et ceux, comme vous semblez vouloir le dire, qui se trouveraient dans cette condition-là, et qui, devant le fait qu'ils se... pourquoi pas, on peut toujours rêver, qui se retrouvent entourés d'un coup d'agriculteurs actifs tout autour, et qui se diraient, ben, finalement, je vais céder mon bien, ils peuvent le céder, mais à un agriculteur. Ok, oui. Voilà. Bien, et donc, vous, simplement pour revenir donc, sur Sanary, enfin, côté Sanary, voilà, c'est simplement côté Sanary, ça serait sympa, quoi. Vers la tourelle de Lançon. On peut toujours le plus, étant l'ennemi du bien, on peut toujours faire plus. On sait très bien ce qui va se passer, sinon. Oui, on peut en parler même du côté de Toulon, si vous voulez, et puis on peut en parler du côté des Venos, bon, puisque c'est les 5 communes qui nous entourent. Mais là, c'est bloqué, d'un côté on a les montagnes, de l'autre oui, on a la ville, mais voilà. Sanary, ça reste encore possible. Sanary, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, parce qu'en plus le PLU bloque tout de ce côté-là, comme sur Olioul, donc on est un peu tranquille. Et c'est assez maîtrisé, parce que le seul endroit, c'est du côté du Lançon, la tourelle de Lançon, où il y a peut-être des choses à voir. Mais à ce jour, si vous voulez, on n'a pas voulu compliquer plus. C'est déjà, c'est pas simple de rencontrer tout ça et d'aboutir. Et d'ailleurs, on n'a toujours pas encore signé l'ensemble. Donc, on va proposer cette convention avec la Chambre d'agriculture. Et c'est la Chambre d'agriculture qui va faire le travail. Et donc, au bout de l'analyse faite par la Chambre d'agriculture, nous verrons bien vers quoi on va pouvoir s'orienter. Merci. Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je mets au voie ceux qui sont contre, qui s'abstiennent. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Et nous passons au 2.4. Le 2.4... Christine, ça sera à vous, puisque vous êtes déléguée à l'urbanisme. C'est la proposition de périmètre délimité des abords de l'église Saint-Laurent, de la Maison du Patrimoine et de l'Oppidum Celto-Ligure. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit des périmètres de protection qui sont soumis à l'architecte des bâtiments de France. Auparavant, ces périmètres-là étaient réalisés d'une manière un peu simpliste qui consistait à prendre un compas et faire 500 mètres à vol d'oiseau et tracer un rond. C'était le périmètre de protection. Mais aujourd'hui, c'est plus fin que ça. Donc on trace des traits réfléchis et ça s'est fait en concertation avec les élus concernés. Ce périmètre-là sera quand même un périmètre très contraignant, il faut le dire, puisque c'est un périmètre qui, la notion de co-visibilité disparaît, et aujourd'hui, c'est un périmètre qui doit être conforme. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Ça veut dire que tout ce qui va se faire à l'intérieur de ce périmètre, c'est la loi ça, tout ce qui va se faire à l'intérieur de ce périmètre devra recevoir l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France. Voilà. Christine. Merci, monsieur le maire. Oui, vous avez décrit le contenu de la proposition du périmètre délimité des abords. C'est issu de la loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine du 7 juillet 2016. L'idée est en effet de remplacer le rayon de protection des 500 mètres par un périmètre intitulé PDA, périmètre délimité des abords. Donc sont concernés par ce périmètre l'église Saint-Laurent, monument classé le 11 octobre 1982, la maison dite Maison du Patrimoine, située au 20 rue Gambetta, classé le 6 décembre 2000, et l'Oppidum Celto-Ligure, inscrit le 31 janvier 1949 et le 14 décembre de la même année. Vous l'avez dit, monsieur le maire, c'est un travail collaboratif qui s'est engagé entre l'architecte des bâtiments de France et la collectivité, afin de définir les contours
autour de ces 3 monuments historiques. Vous avez donc en annexe le projet. Alors, l'annexe sur votre tablette vous donne le plan. Le plan il est un peu petit, vous pouvez l'élargir. Ça vous permet, parce que sinon, sur le papier, c'est quasiment illisible. Tandis que là, grâce à la tablette, on arrive à voir le périmètre, le découpage des nouveaux périmètres. Donc en pointillé rouge. Voilà, c'est le pointillé rouge. Alors vous constaterez qu'à certains endroits, on rentre à l'intérieur du cercle des 500 mètres. À beaucoup d'autres endroits, on en sort pour pouvoir faire des protections nouvelles. Voilà, ça c'est une proposition qui a été faite par l'architecte du bâtiment de France, mais que nous avons travaillé. Tout à fait. Notamment avec Didier Martina-Fieschi, puisqu'il s'occupe du patrimoine, avec Christine Danero et moi-même. Voilà, donc si vous n'avez pas de questions, je vous propose de donner un avis favorable à ce projet de périmètre délimité des abords des monuments historiques tel que présenté ce jour. Avez-vous des questions? Il y a une question. Oui, excusez-moi, j'aime bien l'urbanisme, vous le savez. Oui, j'ai cru comprendre, d'après le plan, là, qu'il n'y aurait plus qu'un seul périmètre. Bon, parce que ça, c'est pas dérangeant. Au lieu des 3 cercles qui étaient particulièrement arbitraires. On est d'accord. Cependant, là, le périmètre, par contre, lui, il est particulièrement alambiqué, voire tarabiscoté. Alors, bon, je ne doute pas que c'était fait en concertation et de façon tout à fait sérieuse. Ça, je ne peux pas le remettre en doute, bien évidemment. Mais la notion de co-visibilité ne s'applique plus. Voilà, vous l'avez vaguement évoqué, je voulais savoir de quoi il s'agissait. Cette co-visibilité, c'est quoi? C'est ce que je vois de l'extérieur ou l'inverse? La co-visibilité, bon, par exemple, vous avez, on va parler d'un truc simple, vous avez, mettons, un immeuble à refaire la façade 12 rue Branly, hein, c'est l'immeuble de la commune. Bon. Là, vous êtes en pleine co-visibilité avec le monument. Donc, l'avis de l'architecte du bâtiment de France s'applique automatiquement. Par contre, si vous vous trouvez rue République, au niveau du bar du Parc, par exemple, même si vous êtes dans le périmètre, vous n'êtes pas en co-visibilité avec le monument. Donc, vous pouvez passer outre l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Ça, c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui. Demain, on ne pourra pas. Demain, c'est un avis conforme. C'est-à-dire que pour tout ce qui est à l'intérieur du périmètre, l'architecte du bâtiment de France va donner un avis. Et il faudra un avis conforme. Je voudrais vous rassurer parce que nous n'avons pas beaucoup utilisé cette notion d'absence de co-visibilité. Et lorsque l'architecte du bâtiment de France nous indiquait qu'à tel ou tel endroit, la toiture devait se faire avec telle tuile, etc., etc., on a toujours demandé aux pétitionnaires de suivre cet avis. Donc ça ne va pas beaucoup nous changer la façon de faire. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je mets au voie ceux qui sont contre, qui s'abstiennent. C'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. La 2.5, Christine, c'est toujours pour vous, c'est des travaux communaux. Et ces travaux communaux, eh bien, il faut que vous m'autorisiez à les faire. Tout à fait, monsieur le maire. La ville souhaite modifier la façade est de la propriété communale située de traverse du Lançon. Vous avez une annexe qui vous présente la photo de cette façade et un plan. Il s'agit de créer, comme vous le voyez indiqué sur la photo, au premier étage, une fenêtre et de réouvrir une porte donnant sur le jardin. Ces travaux sont donc soumis à autorisation préalable et il s'agit d'autoriser monsieur le maire à déposer ou non et pour le compte de la ville cette autorisation. Est-ce que vous avez dit que cette maison, il y aura un logement social dedans? Non, monsieur le maire, je ne l'ai pas dit. Alors, je le dis. Voilà. Alors, je rectifie, dans cette maison, il y aura un logement social.
Voilà, avez-vous des questions? Et oui, bien sûr. Ah bon, bien sûr. Oui, il y en aura moins. Non, là, c'est la photo qui m'interpelle, c'est juste un peu anecdotique. Il y a une espèce de, je sais pas, de jardinière, là, je sais pas quoi. Je pense que c'est une photo, j'allais dire trafiquée, non, retouchée, mais donc c'est simplement... Pas du tout. Ça existe, là, la jardinière? Avec un buisson devant. Je sais pas, quand on zoome, ça va. Bon, okay. Ouais, voilà. C'est le truc qui pousse, oui. Oui, bien sûr, en carré, pas grave. Et je voulais savoir simplement pour ma gouverne, oui. Le mur à côté, là, qui fait pas partie de l'immeuble, qui est ruiné, qui est plein de lierre, est-ce qu'il est mis en sécurité? Il le saura? Bien sûr, il sera mis en sécurité. Voilà, c'est des petites questions bateau, quoi. Par contre, le cabanon, je pense qu'on ne va pas le garder. Ah bon? Non. Récupérer les tuiles au moins, non? Ben, écoutez, il n'y en a plus beaucoup. Bon, voilà. Merci. Après. On ne va pas la garder parce qu'on va faire le logement social, partie haute. Ah, c'est bien. Et la partie basse, on va la diviser en deux. Une partie, ce sera la cave du logement social. Et l'autre partie, ça sera le local du jardin des Cédrats. Il sera là. Alors, ceux qui sont contre, qui s'abstiennent, donc c'est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Alors, nous avons maintenant le 2.6. Le 2.6, c'est l'acquisition par la ville d'un terrain non bâti au Cancébier, parcelle PS 269. C'est toujours Christine qui présente ça. Tout à fait, vous avez un plan en annexe, et c'est la partie assurée 269. Et donc la ville a pris contact avec messieurs Gaudimas, Jean-Louis et Emmanuel afin de leur proposer l'acquisition de la parcelle non bâtie leur appartenant au Cancébier. On pourrait même dire non bâtie et non entretenue. Oui, on peut le dire. Parce qu'il n'y a que des ronces. Il y a un très gros plein et beaucoup de ronces. Voilà, ça va coûter cher pour le remettre en ordre, mais après, ça fera un beau jardin qui pourra devenir soit un verger, soit quelque chose comme ça. Un beau jardin d'une superficie de 797 mètres carrés, qui est particulièrement visible en entrée de ville et qui donc pourrait devenir la vitrine de notre politique de reconquête agricole. Comme vous l'a dit Monsieur le maire, ça pourrait être par exemple le lieu de plantation d'arbres fruitiers. Et de plus, dans le cadre de la création d'un sentier du littoral, il serait intéressant de la mettre en valeur, cette parcelle. Le prix de vente proposé est de 11 158 €, les frais de notaire restant à la charge de la ville. Et par courriel du 21 septembre 2021, M. Gaudimas Jean-Louis nous a fait part de son accord à cette cession. Je vous ai donc demandé d'autoriser M. le maire à procéder à cette acquisition. Avez-vous des questions? Je suis un peu honte, mais bon. Oui, c'est bien, je vois très bien l'endroit et effectivement, c'est plein de ronces. Donc, je me demandais à qui ça appartenait, j'ai la réponse. Les messieurs Gaudimas ne voudraient pas vendre en face, non? Non, parce que ma question a l'air comme ça un peu bête, mais on a évoqué il y a peu de temps sur le projet Saint-Roch. Vous savez qu'on défend les zones agricoles, bien sûr, et les proximités, c'est-à-dire les circuits courts, et qu'on ne voudrait pas, mais vous nous aviez à peu près rassuré, on ne voudrait pas que la propriété Gaudimas, le jour où, elle est en zone agricole. Voilà, elle est en zone agricole, elle va le rester. Elle va le rester, on peut quand même lui accorder le fait que son terrain, de l'autre côté, il entretient parfaitement. Absolument. Voilà. C'est un exemple. Ça fait une belle entrée de ville. Ça que ce terrain-là, il a répondu très vite et je l'en remercie. Parce que bon, notre proposition était quand même pas mirobolante, mais il a accepté, je l'en remercie, et ensuite nous allons faire quelque chose de très bien, j'en suis persuadé. On peut dire que l'association syndicale autorisée du canal des Arrosants a fait un joli travail parce qu'ils ont dégagé cet endroit-là, cette portion de canal, et ça fait que il y a même l'eau du canal des Arrosants, vraiment à proximité. On pourrait même faire des cultures avec arrosage à l'ancienne. Voilà, ceux qui sont... C'est bon, il n'y a pas d'autres questions
Ceux qui sont contre, qui s'abstiennent, donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Alors, toujours pour l'urbanisme, et toujours Christine Delmiro, c'est le 2.7, c'est la convention de servitude ville-Canal de Provence sur le terrain qui se trouve 658 route de la Gare, parcelle BA 87. Tout à fait, monsieur le maire. La ville a retenu le projet présenté par monsieur Pugliesi Raphaël pour construire et gérer des cours de padel à proximité immédiate et en lien avec le club du tennis municipal Ololé dans le cadre d'un bail amphithéotique. Et c'est donc à l'occasion de l'examen de cette autorisation d'urbanisme qui est apparue la nécessité de dévoyer la canalisation du canal de Provence qui aujourd'hui longe à l'intérieur du terrain la route de Sanary. Vous avez un plan et la partie existante est en rouge-rose sur ce plan. La nouvelle canalisation de 45 mètres linéaires serait dévoyée sous la voie d'accès existante le long des futurs terrains de padel, suivant le plan joint. La nouvelle borne sera également installée sur le terrain communal. Elle pourra être utilisée en tant que de besoin pour les jardins familiaux. La canalisation existante d'une longueur de 60 mètres restera en place, mais sera désaffectée et deviendra propriété de la ville. Il est donc proposé au Conseil d'accepter la cession par le canal de Provence de la canalisation existante de 60 mètres de long, implantée sur la parcelle située donc 568 route de la Gare, le long de la route de Sanary, de signer la convention telle qu'annexée à la présente délibération, afin d'acter la constitution d'une servitude d'aqueduc d'une largeur de 3 mètres et sur une longueur de 45 mètres sur la même parcelle, et d'acter cette servitude par acte authentique, les frais liés étant à la charge du canal de Provence. Voilà, monsieur. Je vous remercie. Avez-vous des questions? Une petite dernière. Je note la dernière. Pour l'instant. Là, comment dirais-je, on a un peu l'exemple d'une parcelle agricole, du moins à côté, qui était irriguée, je ne sais pas si elle est très utilisée, cette parcelle en tant qu'agriculture, je ne vois pas bien où c'est, oui. Bref. Et je trouve dommage de dévoyer. Alors, je viens de comprendre, je n'avais pas compris quand j'ai lu le texte, que la canalisation resterait propriété de la commune, mais qu'elle serait délaissée. C'est ce que je viens d'entendre, c'est ça? C'est ça. Délaissée, mais est-ce que ça pourra être remis en eau si... Non, mais elle est dévoyée, mais la canalisation dévoyée est mise en eau, bien entendu. Donc la parcelle à l'ouest, à gauche sur le plan, là, toute verte, là, oui, pourrait toujours être irriguée par la canalisation du canal. Parfaitement, oui. Ah, d'accord. Bon, dans ma question, voilà, c'était ça. Voilà. La zone, c'est une démarche parfaitement cohérente dans la mesure où ce zonage-là était un zonage fait au profit d'une... Et ça dépend... Il pourrait y avoir une ZAP, là. Ça dépend même pas de nous, puisque ça a été fait du temps de Durbeck, tout ça. Donc, vous voyez, c'est pas hier. Et donc, nous poursuivons cette logique d'aménagement à caractère sportif de cette parcelle jusqu'à la route. Et pourquoi cet endroit-là? Parce que c'est le seul endroit où il y a une petite partie de cette parcelle qui est en zone blanche, c'est-à-dire non touchée par l'inondabilité. Voilà, comme ça vous savez tout. Alors, ceux qui sont contre, qui s'abstiennent, donc c'est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Alors, nous passons maintenant aux finances, chapitre des finances. 3.1, c'est l'attribution de subventions aux associations et organismes divers. C'est toujours Christine Delmiro. Merci, monsieur le maire. Oui, il convient de se prononcer sur deux subventions ce soir. Subvention au CIL Est-Ololé d'un montant de 300 € pour l'achat d'un broyeur thermique, monsieur Perricchio, et au 82-23-65-74, et la subvention au CCAS
pour un montant de 30 000 € au 520 65 73 62. Voilà, monsieur le maire. Merci. Pas de questions. Je me vote, donc ceux qui sont contre, qui s'abstiennent, c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Le 3.2, Christine, le 3.2, il s'agit donc d'une décision modificative numéro 2 qui va un peu augmenter la ligne du compte 12, c'est-à-dire charge de personnel. Il est évident que l'effet Covid est passé par là. Christine, c'est à vous. Tout à fait, monsieur le maire, si vous êtes tous d'accord, il convient d'abonder 2 chapitres de la section de fonctionnement de notre budget principal en dépenses. Donc vous avez au chapitre 65 une subvention au CCAS de 30 000 €, C'est le combien venons de voter, et une autre dépense au chapitre 012 pour charges de personnel de plus 110 000 €. Ça fait un total de dépenses de 140 000 € qui est compensé par une recette au chapitre 73 qui correspond aux taxes sur les terrains devenus constructibles, qui est une recette par nature imprévisible que nous avions sous-estimée. Donc la présente décision modificative numéro 2 est équilibrée en dépenses et en recettes à hauteur de 140 000 €. Très bien, merci. Avez-vous des questions? Pas de questions. On le voit, ceux qui sont contre, qui s'abstiennent. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons maintenant à l'administration générale. Donc, l'administration générale commence par toute une litanie de décisions prises depuis le dernier conseil municipal dans le cadre de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Vous avez eu l'intégralité de toutes ces décisions. Il y en a 3 pages et demie. Donc, il y a beaucoup évidemment, toujours pareil, les loyers, les remboursements aux agents de factures d'achat, etc. Beaucoup d'actualisations de loyers, des contrats mineurs avec la Fédération française de sauvetage de secourisme dans le cadre de la fête de l'Olivier, par exemple. Le bail dérogatoire au bail commercial pour la mise à disposition d'un local 42 rue Nationale. Et voilà, donc si vous avez un point particulier, vous pouvez me poser la question et j'y répondrai. Vous avez constaté qu'il y a un certain nombre de décisions d'ester en justice lorsque nous avons des administrés qui estiment devoir nous appeler les juges pour décider, donc ben, on y va et puis c'est bon, c'est normal. Voilà, pas de questions, donc on passe à la suite. Alors la suite, c'est Nicole Bernardini qui va présenter le projet 4.1. 4.1, c'est l'actualisation numéro 2-21 du règlement de fonctionnement de l'établissement multi-accueil municipal de la Charme-Enfant. Merci, monsieur le maire. Mettez le... Voilà. Donc, je présente à l'Assemblée une modification du règlement de fonctionnement de l'établissement multi-accueil municipal de Charmont. Toujours en liaison avec la CAF et la PMI, la ville doit sans cesse adapter son règlement de fonctionnement à diverses évolutions, déclinant toujours plus les missions du personnel et la qualité de prise en charge des enfants. Donc, je vais vous donner quelques précisions qui sont donc apportées sur certains points. Donc, je vais vous préciser l'encadrement, par exemple, l'effectif du personnel et d'un professionnel pour 5 enfants qui ne marchent pas et d'un professionnel pour 8 enfants qui marchent. Donc, ça, c'est les nouvelles préconisations. Pour les soins médicaux, sont donnés donc par l'infirmière ou la directrice ou les éducatrices. Les médicaments et les traitements sont fournis par les parents. En fait, ensuite, il existe donc en plus du PAI que vous connaissez tous,
qui est un projet d'accueil individualisé. Maintenant, il y a les PAIP, c'est les projets d'accueil inclusifs particuliers. Donc, ils permettent une prise en charge adaptée selon les besoins des enfants. Bon, un petit peu, voilà, un problème. Soit par une organisation de la structure, soit par un aménagement de l'espace, enfin, etc. Et enfin, l'article 9 précise que l'infirmière de la structure est référente santé, accueil inclusif. Elle travaille avec la directrice et les professionnels et peut être en contact avec le médecin traitant de l'enfant. Elle a plein de missions que vous pouvez, donc je ne vais pas vous donner, et que vous verrez dans l'article 9 de ce présent règlement. Voilà, donc le conseil municipal est donc appelé à valider cette nouvelle adaptation de notre règlement de fonctionnement. Voilà, monsieur le maire. Bien. Eh bien, écoutez, c'est un établissement qui fonctionne remarquablement bien et qui, par ailleurs, est sous le contrôle permanent de la PMI. Et ça, au moins, on est tranquille. Avez-vous des questions? Oui. Je vous en prie, Madame Carteau. Merci. Alors, j'ai l'impression que ce qui se passe à l'école maternelle maintenant se passe au niveau de la charmerie, de la halte garderie, donc avec l'inclusion des enfants. Alors, ce que je pense que, est-ce qu'il est prévu d'accueillir des personnes en plus, parce que une personne pour 5 enfants qui ne marche pas, d'accord, une personne pour 8 enfants qui marche, mais quand on a des petits-enfants comme ça, qui sont dans l'inclusion, est-ce qu'il est prévu de mettre un personnel supplémentaire, formé, qualifié, par rapport à ces enfants qui ont des besoins un petit peu différents? Madame la directrice, qui est très compétente, qui connaît bien son métier, je peux vous assurer qu'elle ne accepterait pas des enfants s'il n'y avait pas un encadrement adapté. Donc, je lui fais entièrement confiance pour que les choses puissent se faire dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Pas d'autres questions. Je mets au voie donc cette délibération. Ceux qui sont contre, qui s'abstiennent, c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Ah, 2 abstentions. Oula. Pardon, 2 abstentions. D'accord. 4.2. 4.2. Donc là, maintenant, il y a une série de délibérations prises dans l'intérêt de la commune, bien entendu, et qui concerne le personnel communal. Et donc, c'est Laetitia Kibissi qui va vous présenter ces diverses délibérations, à commencer par la carte point 2, c'est la création d'emplois saisonniers et étudiants pour 2022. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, il s'agit là, comme chaque année, de créer 18 emplois saisonniers pour une durée de 3 semaines, avec la volonté d'avoir la parité. Couvrant donc la période estivale et un emploi d'agent de surveillance de la voie publique, ASVP, pour une durée de 2 mois. L'objet donc de cette délibération est de confirmer le recrutement pour l'année 2022. Cela permet, comme vous le comprenez bien, de conforter les services administratifs et techniques de la ville, et notamment en période de congé d'été. Petite précision, ces 19 emplois saisonniers sont créés indifféremment sur des grades d'adjoint technique ou d'adjoint administratif au premier échelon de l'échelle 1. Voilà, monsieur. Merci. Et nous respectons la parité absolue. 9 garçons, 9 filles. S'il n'y a pas de questions, vous avez dit la dernière tout à l'heure. Ouais, c'est la petite dernière. Non, mais là, je me forme, vous comprenez bien. C'est rémunéré comment? Enfin, à quelle hauteur? On peut le dire ou c'est marqué dessus. C'est marqué? Premier échelon. En gros, c'est je sais ce que c'est, moi. C'est légèrement au-dessus du SMIC. D'accord. Voilà, merci. Bien, allez, ceux qui sont contre, qui s'abstiennent, donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie.
Deuxième sujet, c'est le 4.3 exactement. C'est toujours le personnel communal, création de 2 postes de vacataires, exercice 2022. Donc, Laetitia. Merci, Monsieur le maire. Donc, les deux délibérations suivantes concernent la création de postes vacataires pour l'exercice 2022. Celle-là, la 4.3, donc c'est pour l'accompagnement du personnel de la commune et notamment celui de l'établissement multi-accueil La Charmerie. En effet, le personnel de cet établissement a des besoins spécifiques puisqu'ils ont en charge des enfants. Donc, il est proposé de créer 2 postes de vacataires pour l'intervention d'un ou d'une psychologue et d'un médecin pédiatre. Cela représente 40 heures maximum de vacation sur l'année pour le ou la psychologue. Chaque vacation sera rémunérée 75 € net. Pour le médecin pédiatre, 60 heures maximum de vacation sur l'année et chaque vacation sera rémunérée 60 € net. Voilà pour cette délibération, monsieur le maire. Très bien, merci. Pas de questions. Donc, ceux qui sont contre, qui s'abstiennent, c'est adopté à l'unanimité. Le 4.4, tu continues. Oui, donc c'est toujours le recours à du personnel vacataire. Donc un petit rappel, mais c'est les mêmes conditions que pour la délibération précédente. 3 conditions suivantes doivent être réunies pour utiliser la possibilité de recours à des vacataires. Bien sûr, un recrutement pour exécuter un acte déterminé, un recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de l'établissement public, et une rémunération qui est en fait attachée à l'acte. Il est donc proposé de recruter des vacataires pour effectuer les conférences de l'Université du temps libre d'Oulu, l'UTLO, et des vacataires pour assurer des renforts ponctuels sur la surveillance cantine et le multi-accueil à la Charmerie pour l'année 2022. Il est proposé que chaque vacation soit rémunérée de la manière suivante, sur la base d'un taux horaire basé sur l'indice brut 367 et l'indice majoré 340 pour les surveillants périscolaires et les vacataires ponctuels du multi-accueil de la Charmerie, et sur la base d'un forfait de 150 € net pour une vacation pour les musiciens, conférenciers et responsables d'ateliers pour l'UTLO. Voilà, monsieur le maire. Très bien, merci. Pas de questions? Oui, au niveau de la cantine, ces vacataires, est-ce qu'ils peuvent être amenés à prendre en charge les enfants de l'inclusion dont on parlait? Et si c'est le cas, est-ce qu'ils sont formés par rapport à la façon de gérer ces enfants qui ont des besoins spécifiques? Alors, les enfants qui ont des besoins spécifiques doivent bénéficier d'un encadrement qui doit être fourni par l'Éducation nationale. Et donc, en ce qui concerne la commune, des fois, elle pallie aux carences de la dite Éducation nationale. Par ailleurs, vous connaissez bien. Oui, je connais très bien. Et que nous le faisons avec du personnel qui a les qualités, je dirais, d'ATSEM ou d'enfants pour la petite enfance, mais pas spécialisé. Non. Oui, parce que nous avons quand même actuellement des enfants mais par contre, très compliqués. Nous avons ce qu'on appelle, je crois, des PAI. Donc, nous avons effectivement un personnel qui reçoit la formation nécessaire pour fournir le repas spécifique de PAI qui est conservé à part et qui est réchauffé le cas échéant, de manière à ce que l'enfant qui a peut-être une allergie ou quelque chose comme ça puisse bénéficier de cela. Ce que je voulais dire, mais on est habitué. Hein. Ce que je voulais dire, monsieur le maire, ça ne concerne pas du tout les PAI. Ah bon? Mais ça concerne les enfants qui, avant, étaient en institution et qui maintenant fréquentent l'école. Et c'est vrai que ça, vous en avez parlé au dernier conseil. L'éducation nationale ne remplit pas sa mission au niveau du temps de cantine. Et donc, c'est la mairie qui a ce rôle-là. Oui. Et donc, on a quand même des enfants qui... Je n'ai pas de remontée négative de ce côté-là. Oui. L'adjointe qui s'en occupe aujourd'hui, malheureusement, et on a une pensée pour elle, parce que avoir un Covid long, c'est vraiment
quelque chose de très pénible. Vous avez pu peut-être le voir si vous avez pris connaissance de certains articles en Marmatin. Et elle a la malchance d'avoir ça. Donc on a une pensée pour elle, pour Karine. Et donc par ailleurs, nous avons une directrice, Marie-Jo Martel, donc, qui gère ça de main de maître depuis des décennies maintenant. Je n'ai pas de remontée de besoins spécifiques. C'est vrai que les parents ne font pas de remontée parce que les parents sont dans des situations très compliquées par rapport à leurs enfants. Oui, mais vous savez, Marie-Jo, elle a l'œil, elle le sait faire. Donc, je n'ai pas de remontée particulière. Si vous avez un exemple, c'est-à-dire que... Vous nous le faites passer, mais peut-être pas ici. Non, voilà, je peux pas citer les exemples. C'est pas trop dans le cadre de ce recrutement. Voilà, donc je vous ai répondu au mieux. Ceux qui sont contre, qui s'abstiennent, c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. 4.4. 4.4, il s'agit d'une délibération 4 pour le recours à du personnel vacataire. Une nouvelle fois, c'est toujours Laetitia qui vous présente cela. Celle-là, on vient de la faire. Pardon? On vient de la passer, autant pour moi. 4.5, c'est la création non permanente, d'emplois non permanents, contractuels, pour accroissement saisonnier d'activité. Oui, c'est bien ça. Donc les deux délibérations suivantes, 4.5 et 4.6, ça concerne un peu la même chose, c'est création d'emplois non permanents, donc ce qui permet en fait... Ça, normalement, Mme Carteroux ne devrait pas poser de questions, puisqu'elle l'a posé la dernière fois et je lui avais répondu. Ça concerne donc la nécessité de créer ces emplois pour renouveler en fait les contrats d'agents qui travaillent déjà en mairie. Donc là, le nombre d'emplois pour accroissement saisonnier d'activité sont au nombre de 7 au regard des besoins identifiés et sont créés en considération, bien entendu, de la loi pour une durée de 6 mois renouvelable une fois. Ces emplois sont à temps complet ou temps non complet et sont classés en catégorie hiérarchique B ou C. La rémunération est fixée selon un indice de rémunération du premier échelon du grade. Voilà pour cette délibération. Oui, s'il n'y a pas de questions. Ah oui, il y en a une quand même, de M. Berkovici. Oui, c'est pour ma formation permanente. Oui, pourquoi alors, rémunération du premier échelon du grade B ou C. Non, B ou C, vous avez compris. Pourquoi il n'y a pas pour les non-initiés, je ne pense pas que je sois le seul, en allant un peu plus loin, des apparences, ça correspond à 3/4 de SMIC, 3 SMIC, puis je ne sais rien, mais, ou un taux horaire de temps, voilà. C'est une question. Bien, parce que c'est une tradition, on reste dans la rémunération des fonctionnaires très discrète. Ah. Donc, si vous voulez le savoir, vous prenez le code, vous le regardez. Voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est à peu près un peu plus là-dessus le SMIC, c'est tout. Mais on n'affiche pas, si vous voulez, des sommes comme ça. On ne le fait pas. Ça ne se fait pas. Je ne l'ai jamais vu. Non, mais dans toutes les instances où je suis allé, que ce soit au département, que ce soit à la métropole, je n'ai jamais vu. Jamais vu ça. Bon. Voilà, c'est en France, on est comme ça, on n'est pas aux États-Unis. Bien sûr. Bon, j'essaie de ne plus poser la question, mais sauf si je ne me souviens plus. Est-ce qu'on l'a mis au voie? Non, je ne l'ai pas mis au voie. Ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent, c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Ensuite, Laetitia. Donc la 4.6, donc toujours la création d'emplois non permanents, cette fois pour accroissement temporaire d'activité qui concerne les catégories B et C toujours. Donc là, ces emplois sont d'une durée maximale de 12 mois sans pouvoir excéder 18 mois et sont classés en catégorie hiérarchique, comme je le disais, B ou C. Vous avez donc toute la liste des emplois créés, 2 emplois à temps complet sur le grade d'adjoint territorial du patrimoine, 2 emplois à temps non complet de 28 heures sur le grade d'auxiliaire de puériculture, un emploi à temps non complet de 22h75 sur le grade d'auxiliaire de puériculture, 9 emplois à temps complet sur le grade d'adjoint technique territorial, un emploi à temps complet sur le grade d'adjoint technique pour un emploi d'ASVP, 5 emplois à temps complet sur le grade d'adjoint administratif territorial,
7 emplois à temps non complet de 32 heures sur le grade d'adjoint technique territorial, un emploi à temps non complet de 28 heures sur le grade de technicien territorial, un emploi à temps non complet de 20 heures sur le grade d'adjoint administratif territorial. Là, la rémunération est déterminée selon un indice de rémunération correspondant au premier échelon du grade. Voilà, merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Bon, donc on va le mettre au voie. Ceux qui sont contre, qui s'abstiennent, donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. La 4.7, c'est le renouvellement de 2 postes d'emploi non permanents en contrat de projet de catégorie C. Donc, Laetitia. Oui, monsieur le maire. Donc, l'année dernière, on avait déjà eu cette délibération qui permettait donc de créer ces contrats de projet. Là, il s'agit donc de renouveler 2 emplois non permanents de catégorie C afin de mener à bien le projet identifié de rénovation du patrimoine bâti de la commune pour une durée d'1 an du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Ce contrat, qui est bien sûr autorisé par les textes, prendra fin lorsque l'opération projet sera achevée. À défaut, le contrat prendra juridiquement fin après un délai d'1 an minimum si l'opération n'a pas pu être achevée. Ce contrat concerne 2 agents de la commune et sera renouvelable par reconduction express lorsque le projet ou l'opération prévue ne sera pas achevée au terme de la durée initialement prévue. La durée totale des contrats ne peut, en tout état de cause, excéder 6 ans. En l'espèce, les 2 agents concernés assureront leur fonction au service bâtiment de la ville de Lioul à temps complet. Ces emplois sont classés dans la catégorie hiérarchique C. Et les 2 agents désignés doivent justifier d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle dans les domaines suivants propres au bâtiment, plomberie, maçonnerie, électricité, etc. La rémunération de ces 2 emplois est déterminée selon un indice de rémunération sur l'échelle C1, premier échelon, indice brut 354, indice majoré 340. Merci. Pas de questions? Ceux qui sont contre, qui s'abstiennent, donc c'est l'unanimité, je vous en remercie. Alors, nous avons là donc la création de 2 emplois permanents contractuels de catégorie B et C de la filière technique. Oui, donc 4.8. Oui, donc là, ce sont des contractuels avec des agents qui sont déjà dans la collectivité pour un poste de maçon et de catégorie B pour un poste d'informaticien. Ces 2 postes sont à pourvoir au service de la commune sur la filière technique. Pour rappel, dans la fonction publique, quand il n'y a pas de recrutement de fonctionnaires, les fonctions peuvent être exercées par des contractuels relevant des mêmes catégories, donc dans notre cas B et C, dans les conditions qui sont fixées par la réglementation. Dans ce cas, le ou les candidats contractuels doivent justifier de diplômes correspondants, bien sûr, et d'une expérience professionnelle avérée dans leur domaine de compétences. La rémunération service sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. Il sera notamment pris en compte les fonctions occupées, la qualification requise et aussi l'expérience de l'agent. Merci. Pas de questions. Ceux qui sont contre, qui s'abstiennent, donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Donc nous poursuivons l'ordre du jour. Je vais essayer de suivre au mieux. Donc le 4.9, voilà le 4.9. Il s'agit de la création de 2 postes dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences, le PEC, sous forme de CUI et de CAE. Alors là, d'ailleurs, on va plutôt vous proposer d'en créer 4. Création de 4 postes. Donc, en fait, ce sont les contrats aidés qui, depuis janvier 2018, ont été transformés par le dispositif Parcours Emploi Compétences, le PEC, dans le but de faciliter l'insertion professionnelle des personnes qui sont éloignées de l'emploi. La mise en œuvre donc, de ce PEC repose sur le triptyque emploi, formation, accompagnement. Un emploi permettant de développer des compétences transférables, un accès facilité à la formation et un accompagnement tout au long du parcours, tant par l'employeur que par le service public de l'emploi, avec pour objectif
l'inclusion durable dans l'emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail. La commune donc décide d'y recourir en conciliant ses besoins avec la perspective d'aider un demandeur d'emploi à s'insérer dans le monde du travail. Le cadre du dispositif PEC, 2 CUI, alors pas 2, 4 du coup, donc CUI, donc contrat unique d'insertion et CAE, contrat d'accompagnement à l'emploi, pourraient être recrutés au sein de la commune pour, du coup, 2 et 2, 2 postes de 20 heures pour exercer les fonctions d'animatrice périscolaire au sein du service scolaire pour une durée de 9 mois, et 2 postes de 35 heures pour exercer... Ah non, mais pardon. C'est pas ça. C'est pas forcément pour l'animatrice périscolaire. C'est 1 pour l'animatrice périscolaire. 3 pour... et 3, voilà. Un poste de 20 heures pour exercer les fonctions d'animatrice périscolaire sur une durée de 9 mois, et 3 postes de 35 heures pour exercer les fonctions d'agent technique du service des sports et autres. C'est pas le service sport, agent technique. Voilà, Ouais. d'accord. Pour une durée de 12 mois. Il y en aura un pour le service des sports, probablement un pour le service technique, puisqu'on a besoin. Et on verra pour le 3e, avec notamment la problématique des chats. Les chats. Donc au niveau de la durée, c'est 9 mois minimum, 12 mois maximum, renouvelable de 6 à 12 mois après évaluation par le prescripteur de l'utilité pour le bénéficiaire de prolonger le contrat et sous réserve du respect des engagements de l'employeur. La rémunération ne peut être inférieure au SMIC horaire. Dans le cadre du PEC, le montant de l'aide accordée aux employeurs est exprimé en pourcentage du SMIC brut. Voilà, monsieur le maire. Merci. Avez-vous des questions? Il n'y en a pas, donc ceux qui sont contre ou qui s'abstiennent, donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Alors, maintenant, nous avons en 4.10, la convention de coordination entre la police municipale et les forces de sécurité de l'État. Ça fait chic, là, les forces de sécurité de l'État. Donc, c'est bien entendu donc, Michel Thuillier qui va vous présenter ce document, un document que vous avez reçu en complément, puisqu'il y a eu encore des rectifications et des dernières mises au point. Donc, Michel, c'est à vous. Merci, monsieur le maire. Un rappel, le pouvoir de police s'exerce par monsieur le maire. Aussi, cette délibération, c'est pour l'autoriser à signer la convention qui est passée entre la police nationale après avis du procureur de la République. Ensuite, elle est paraphée aussi par monsieur le préfet. Cette convention a pour but de partager le travail entre la police municipale et la police nationale en respectant des règles, comme par exemple le territoire. Les policiers municipaux ne peuvent pas sortir du territoire en étant armés, sauf cas dérogatoires qui sont expliqués dans cette convention. Les policiers municipaux ont tout un tas de missions, bien évidemment, vous le savez, comme moi, que ce soit la sécurité routière, que ce soit le stationnement et la circulation, la surveillance des édifices commerciaux, la surveillance des écoles, sortie et entrée d'école, également, mais à titre exceptionnel, la cordelle, puisqu'on s'occupe principalement des écoles primaires et du collège. Parfois, la corbeille sur demande quand il y a des phénomènes inquiétants. La police municipale aura une mission supplémentaire en accord avec la police nationale, bien sûr, c'est qu'elle pourra assurer le transport d'individus, je vais dire, qui ont eu un malaise, mais un malaise, c'est eux qui l'ont cherché, hein, bien évidemment, pour les accompagner à l'hôpital. Donc ils ont l'autorisation de les accompagner à l'hôpital en étant armés, parce que c'est parfois des individus qui pourraient être violents, on ne peut pas dire autrement. Voilà, c'est en gros, ensuite vous trouverez aussi des horaires de la police municipale, donc les horaires du lundi, mardi et du mercredi qui sont adaptés puisqu'il n'y a pas d'école l'après-midi,
Le jeudi et le samedi, ils sont adaptés aussi parce qu'il y a le marché. La police municipale, vous le savez, vous les voyez, assure la surveillance des manifestations, des cérémonies patriotiques. Actuellement est rajoutée la surveillance des édifices religieux en période tendue où il y a des risques d'attentats. Je vous signale quand même à tous que nous sommes toujours au niveau vigilance attentat, menace attentat, donc c'est-à-dire le plus haut niveau, qui a été adapté, mais c'est quand même le plus haut niveau. Elle peut aussi s'occuper de la surveillance des voilà, oui, c'est Cyril qui fait des ciels. Hein. Voilà. Et ma collègue, elle s'est foirée. Donc c'est pas grave, comme je la connais pratiquement par cœur. Méfiez-vous des portables, Michel. C'est pour ça. La leçon a été très bonne. Elle peut aussi surveiller les manifestations sportives. Voilà. Il m'en a donné une autre. Et voilà. Au mieux papier, ça a du charme. Mais ça, sauf que c'est que la synthèse, mais c'est pas grave. Voilà. Et elle établit aussi des relations entre les forces de sécurité de l'État et la police municipale, qui peuvent d'ailleurs effectuer des opérations conjointes. Le renforcement de la coopération opérationnelle en fonction des instructions de monsieur le préfet, de monsieur le maire, bien évidemment. Tout se fait avec l'approbation de monsieur le maire, bien sûr. Il existe aussi, mais c'est dans le futur, une possibilité de relations opérationnelles par transmission, par le réseau Acropole, mais tout ça, ça doit se mettre en place petit à petit. Je rappelle aussi, et c'est pour ça qu'on a tardé à vous la présenter, cette délibération, qu'elle est, en principe, elle est fixée pour 3 ans. Mais là, comme il y a eu un changement, c'est-à-dire que jusqu'à présent, tous les mardis, il y avait une réunion dans le cadre du CLSPD, qui mettait en présence la police municipale, la police nationale, la Ligue varoise de prévention, à leur demande des administrés ou des CIL ou toute personne, tout administré qui aurait besoin de quelque chose. Moi, je les invite à venir, on les reçoit à chaque fois, hein, il n'y a pas de souci. Elles se faisaient tous les mardis, maintenant elles seront bimensuelles. C'est pour ça que ça a été un peu retardé, parce qu'il pas de notre fait. Comment? C'est pas de notre fait. C'est pas de notre fait. C'est à la demande expresse de la police nationale. Des DSP soutenus par le DIRCAP du préfet. C'est ça. Et cette convention est donc conclue pour une durée, celle-ci, d'1 an. Elle sera renouvelable par reconduction express. Et quand elle sera renouvelée, ça sera pour 3 ans, parce qu'elle va faire l'objet, outre la signature, d'un arrêté. Voilà, monsieur. Merci. Oui, je ne sais pas, vous l'avez peut-être dit au début, ça m'a échappé. Ce sont des conventions qui sont obligatoires aujourd'hui, à partir du moment où vous avez une police municipale avec au minimum 3 agents. C'est ça. Et en plus, elle est armée. Et en plus armée. C'est largement notre cas. Donc, nous allons continuer cette coordination avec la police nationale, avec les forces de sécurité de l'État, en espérant, bien entendu, être écouté et entendu, notamment dans la spécificité de notre territoire. Alors, qu'est-ce que c'est la spécificité de notre territoire en matière de sécurité? C'est que nous avons un très grand établissement privé qui s'appelle la Cordeille, qui se situe en limite de territoire près de Toulon, qui, dans son effectif, a un petit quart de l'effectif d'Olioulé et une très grosse moitié de Toulonnais. Et les autres, ce sont des gens qui viennent de Sifour, Sanary, etc. Donc pourquoi je parle de tout ça? Parce que dans les accords verbaux qu'on avait eus avec Michel
particulier et le DDSP à l'époque, eh bien, la sécurité de la Cordeille, c'était plutôt le commissariat national de la Beaucaire, qui devait s'en occuper. Donc, on espère bien que ça va continuer. Ensuite, nous avons une deuxième spécificité, il y en a beaucoup plus. Nous en avons une deuxième, Michel, c'est les grands commerces, et donc les grands établissements, où là aussi, nous, on s'occupe des commerces du centre-ville. Eux, normalement, doivent s'occuper des grandes surfaces. Voilà. On espère que les choses vont continuer à se dérouler de cette manière-là, même si ce n'est pas écrit. Mais ceci dit, il nous faut signer cette convention. Merci. S'il n'y a pas de questions, on va mettre aux voix ceux qui sont contre, qui s'abstiennent. Donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Voilà pour ça. Alors, maintenant nous avons la 4.11. Donc c'est la demande de subvention à l'État pour l'informatisation des écoles dans le cadre de France Relance numérique. Alors là aussi, c'est un dossier qu'on a mené depuis un certain nombre de mois, qui devrait aboutir et qui va consister donc à faire un très bel équipement mis à la disposition de chaque enseignant du primaire. Et donc, la totalité de l'investissement est assez importante, c'est 100 000 €. Et donc, l'État va quand même nous donner une subvention, même si au départ c'était nettement plus élevé, mais ça reste encore conséquent, une subvention dans le cadre de France Relance numérique, une subvention de 34 985 €. Ça veut dire qu'il restera 65 000 € à la charge de la collectivité, mais le projet est vraiment un très beau projet et qui sera vraiment apprécié, je l'espère, par tous les enseignants qui auront dans leur propre classe donc l'armoire avec tous les portables rangés dans cette armoire-là, et ils vont pouvoir donc au niveau du numérique pouvoir faire une avancée supplémentaire. Voilà, donc si vous en êtes d'accord, on va solliciter l'État pour une subvention de 34 985 €. Ceux qui sont contre, qui s'abstiennent, donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Et le 4.12, il s'agit d'une demande de subvention à l'État au titre du FNADT pour la réalisation du jardin des Cédrats. Alors le jardin des Cédrats, c'est le jardin que vous avez justement où il y avait la maison que nous allons transformer en logement social, donc qui se trouve entre la rue Mauriès et la rue Jean-Jacques Rousseau, voilà, c'est ça, pour moi. Donc la petite rue Mauriès là, qui monte, et de l'autre côté la rue Jean-Jacques Rousseau, qui est assez large au début, et puis un peu plus petite, un peu plus haut. Et entre les deux, entouré de murs en pierre, vous avez un jardin que nous avons acheté. Et dans ce jardin, qu'on va baptiser le jardin des Cédrats, il va y avoir un très bel aménagement, à la fois esthétique et à la fois pour en réaliser un jardin partagé. Donc l'ensemble a été estimé, c'est peut-être un peu élevé, mais à 240 000 € TTC. Il faut reconnaître qu'il faut rabattre les murs, il y a quand même des aménagements lourds à faire. Et nous allons solliciter l'État au titre du FNADT à hauteur de 23 000 €. Et nous verrons, lorsque nous avancerons, on va certainement solliciter également la métropole pour nos crédits, disons, de participation de la métropole. On n'a pas droit à beaucoup, mais bon, il faut les prendre sur une opération qui va se réaliser rapidement, et c'est le cas. Avez-vous des questions? Pas de questions. Ceux qui sont contre, qui s'abstiennent, donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous avons donc terminé l'ordre du jour et nous allons maintenant aborder le sujet
donc j'ai des questions écrites ou orales. Orales. Question orale présentée au conseil municipal le lundi 15 novembre par l'alternative de la gauche et des écologistes, co-signée par Claudie Cartereau et Christian Bercovici. Donc, il s'agit d'une première question concernant le terrain de pied d'Ardent, parcelle cadastrée BC 267, acquis par la commune par l'intermédiaire de la SAFER pour une utilisation favorable à des activités apicoles. Délibération du conseil municipal en séance du 20 septembre 2021. Pourrait-il être utilisé pour ce projet de rucher-école? Le projet de rucher-école, c'est par l'association Apivet 83. Est-ce que c'est l'association de M. Desmarais? Ah, mais je suis déjà au courant. Et on est en relation étroite. Voilà, alors, nous avons, après je vous laisserai la parole, mais nous avons quand même un contretemps avec cette parcelle parce qu'il y a une tutelle sur la personne qui détient cette parcelle et qui doit nous la vendre. Ça veut dire que le notaire n'est toujours pas en mesure de nous faire signer l'acte et on n'est toujours pas propriétaire de cette parcelle. Mais lorsqu'on sera propriétaire de cette parcelle, comme nous le faisons chaque fois, dans le retour et dans la reconquête agricole, c'est vrai que c'est ciblé apiculture, nous le faisons en faisant d'abord un appel à projet. J'ai déjà expliqué à M. Desmarais, on fait un appel à projet. Donc il va répondre, il va faire un beau dossier, j'espère, mais s'il y a d'autres dossiers qui arrivent, ensuite, on va regarder la question et on choisira le dossier qui nous paraît être le plus intéressant pour la ville. Ensuite, j'ai expliqué à M. Desmarais qu'on ne pouvait pas le mettre gratuitement à disposition et qu'il y aurait probablement un petit loyer. Et comme c'est dans le domaine agricole, vous savez, les loyers ne sont pas très élevés. Donc, je ne pense pas que de ce côté-là, il y aura un gros souci. Mais il faut laisser la chance à tout le monde de pouvoir présenter un dossier. On ne peut pas faire de favoritisme. Voilà la réponse. Est-ce que ça vous suffit? Oui, vraiment, ça me convient vraiment. Parce que j'avais cru comprendre que son projet n'avait aucune chance d'aboutir. Ah, il a des chances, comme tout autre projet. Il n'est pas exclu. Merci. Mais là, il a mal compris. Voilà, alors, la deuxième question, ça a trait donc au problème comment on appelle ça, des frelons, du frelon asiatique. C'est vrai que le frelon asiatique, c'est un vrai problème. C'est un insecte très dangereux et en même temps qui attaque les abeilles. Donc la question, votre question à tous les deux, c'est pourrait-on émettre un arrêté municipal semblable à celui-ci, c'est-à-dire celui de la commune de Lompont sur Orge, émis par la ville de Lompont-sur-Orge et contresigné par le préfet de l'Essonne. Cet arrêté aurait tout son intérêt à partir du printemps 2022. C'est un arrêté à première vue qui paraît illégal. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce n'est pas la compétence du maire, ça c'est la compétence du préfet. Et donc le préfet, effectivement, peut intervenir, puisque c'est sa compétence. Et la lutte contre le frelon asiatique est une lutte qu'on doit mener. Il n'y a aucun souci. Alors, on est très à l'écoute de ça. Je vais peut-être vous proposer, mais il faut d'abord qu'on en parle avec Julien, parce que c'est son domaine aussi, et Jean-Louis. On a eu à traiter ces nids, mais on a eu la chance qu'ils étaient vides, donc c'était assez
facile à faire, c'est un énorme nid qui se trouve souvent très très haut, dont il y a un coût, mais c'est une obligation par contre. Chaque propriétaire d'un bien qui se trouve avec un nid de frelons asiatiques, il a l'obligation de faire intervenir une entreprise homologuée qui va venir détruire le nid. Voilà, c'est une obligation. Le problème, parce qu'il y en a quand même un, c'est qu'il y a un coût derrière tout ça. Notamment lorsqu'on doit intervenir avec un camion nacelle. Donc, c'est pas donné. Donc, on va regarder cette question avec l'aide de notre spécialiste en la matière, Magali Castinet, et voir un petit peu les coûts. J'ai envie de vous proposer, mais enfin vous y réfléchirez, j'ai envie de vous proposer de faire un peu une démarche un peu comme contre le charançon rouge. Vous savez que contre le charançon, on faisait une aide, sous forme de subvention. Donc il faut qu'on maîtrise à peu près le coût, savoir ce que ça peut représenter, et on pourrait, la ville, aider chaque Olioulé confronté à cette difficulté, parce que c'est une vraie difficulté. Quand on a un engin pareil, le frelon asiatique, c'est des sacrées bestioles. Et donc, à ce moment-là, on pourrait soumettre l'idée d'une aide financière qui permettrait de solliciter une entreprise homologuée, et donc nous, on participerait. Ça serait certainement plus efficace qu'un arrêté municipal illégal. Voilà, Madame Cantereau. Je vous remercie. Je suis tout à fait satisfaite par la réponse. Voilà. On finit bien le procès. Voilà. Donc, je crois qu'on a terminé, on a les sujets. J'espère que vous ne l'êtes pas. Et donc, je vous souhaite une bonne soirée et je vous informe que dès demain matin, je prends le train de très bonne heure pour aller à l'Assemblée générale des maires de France, où il va y avoir une élection importante, puisqu'il va y avoir l'élection d'une équipe qui va certainement changer, puisque donc, le président sortant ne se représente pas. Et donc, il y a deux équipes concurrentes, il n'y en aura qu'une d'élus. Donc, j'irai pour voter, je ne dis pas pour qui, parce que ça ne se dit pas. Et j'en profiterai également pour assister au salon, donc il y a toujours des innovations, des choses à trouver. Je resterai que deux petits jours. J'arrive demain et je repars après-demain soir. Bonne soirée à tous. Merci.